Si on peut imaginer une succession de faits réels qui a bien pu influencer les créateurs de Game of Thrones pour réaliser leur œuvre, c'est bel et bien l'histoire des rois de Norvège. Je dirais même le début de l'histoire des rois de Norvège. Vous n'êtes absolument pas prêts de ce que je m'apprête à vous raconter. On va parler d'unification du royaume de Norvège, de multifratricides pour acquérir le trône, des machinations et littéralement des coups réalisés et orchestrés pour reprendre le trône. On va parler aussi d'une femme manipulatrice des rois et également on va parler d'une lignée salvatrice du royaume de Norvège. Vous l'aurez compris, le menu est plutôt consistant et c'est le bordel. Salut à tous, c'est le Hub du Temps et sans plus attendre, je vous embarque dans la première vidéo d'une saga de longue date qui s'intitulera l'histoire des rois de Norvège. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche, et on est parti. En 860 après Jésus-Christ, la Norvège n'existait pas encore. Elle était morcelée en plusieurs terres occupées par des rois qui passaient leur temps à se disputer des parties de leur territoire. Dans ce contexte, notre histoire commence au sud-est de Norvège, une zone dans laquelle le roi Halfdan le Noir Gudreidsson avait récupéré, de par son héritage et de multiples conquêtes, des territoires dispersés. Halfdan meurt et laisse le trône à son fils qui n'a que 10 ans. Son fils est dénommé Harald. Il est surnommé à l'époque l'ébouriffé. Vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Alors je vais vous dire aussi dans cette vidéo, il va y avoir beaucoup de surnoms. Et c'est ça que je kiffe dans ces histoires, c'est que chaque personne a littéralement un surnom qui fait sens dans sa vie. Et je ne manquerai pas de vous expliquer à chaque fois pourquoi il s'appelait comme ça. Pour celui-ci, il provient d'une histoire d'amour qui va aller beaucoup plus loin. Je m'explique. Harald avait eu vent d'une femme qui s'appelait Gyda. Une femme qu'il voulait épouser, mais qui avait une réputation de personne assez hautaine. Et bien qu'il soit le roi de plusieurs royaumes assez disparates, il y a de grandes chances qu'elle refuse sa demande en mariage, puisqu'elle voit plus grand, et elle voudrait se marier seulement et uniquement avec un roi d'un pays tout entier. Elle, évidemment, décline l'offre et lui dit ce que je viens de vous dire. Alors, ni une ni deux, Harald l'ébouriffé accepte la requête de Gyda et jure qu'il ne se coupera pas les cheveux tant qu'il n'aura pas unifié le royaume de Norvège et qu'il n'en sera pas roi. Cet homme avait à l'époque une certaine paire de couilles. Du coup, on recontextualise. En 866, c'est-à-dire 6 ans après la mort de son père, et du coup 6 ans de règne, Harald commence une série de conquêtes sur les nombreux petits territoires dispersés. Nous, à son âge, on allait littéralement à la fac pour travailler, avoir un master, essayer de trouver un travail ou se démerder dans la vie pour pouvoir évoluer. Et lui, il est déjà en train de conquérir littéralement un pays. Ce mec est un ouf. Respect on him. Entre 872 et 885, il n'y a pas de date exacte, après une grande victoire à Hafrsfjord, près de Stavanger, il se retrouve roi de la totalité de la Norvège. Vous l'aurez compris, il a réussi l'exploit de conquérir le royaume de Norvège en l'unifiant en à peu près une dizaine d'années. Par ailleurs, vous vous souvenez de sa promesse? Eh ben, ça n'a pas loupé. Il s'est autoproclamé Harald à la belle chevelure. Dixit, Harald, premier du nom. Et donc, Harald épousa Gyda, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est la fin de cette vidéo. Non, je déconne. La seule partie qui était bonne, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'enfants, et ça va lui foutre le bordel dans toute sa vie, et dans le royaume de Norvège en entier. Bien qu'il ait pris le pouvoir, il l'a pris par la force, sans réel dialogue interne avec les différents territoires. Du coup, une grande partie du peuple est en désaccord avec cette montée au trône du roi Harald Ier. Du coup, une grande partie du peuple en désaccord s'est littéralement échappé du pays pour aller s'installer en Islande et dans les archipels les plus proches. En plus, son peuple n'est pas du tout content du fait qu'il ait eu la liberté d'augmenter les taxes collectées sur les terres. Enfin, dernière menace. Il a énormément, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment, mais même vraiment beaucoup trop d'enfants. Il a 19 fils et 5 filles. Et ses fils passaient tout leur temps à se disputer des terres. Et même s'il s'est arrangé à leur donner des terres respectivement dans toute la Norvège,
les querelles continuent sans cesse. C'est dans ce contexte qu'Harald, à la belle chevelure, met fin à son règne. Néanmoins, la dernière action qu'il mettra en place avant de mourir va marquer à jamais toute l'histoire de la Norvège. Étant contre le partage équitable entre ses fils, comme ce qui était convenu dans la culture viking à l'époque, Harald Ier donna le trône à son unique fils préféré, dénommé Eric la hache sanglante. Oh mon dieu, encore un surnom et il est pas aussi funky que celui de son papa. Hein. Eric devient donc Eric Ier et par conséquent le second roi de Norvège. Avant de parler du second roi de Norvège, oui, je sais, le surnom vous a vraiment titillé, vous voulez vraiment savoir pourquoi il s'appelle comme ça, j'y reviendrai. Je vais faire une petite aparté qui a sa grande importance pour la suite de l'histoire de la Norvège. Je ne l'avais pas mentionné au début, mais la lignée de Harald n'est pas la seule grande lignée puissante qui a une grande influence sur toute la Norvège. D'autres grands seigneurs que l'on appelle des jarls sont tout aussi respectés et ont une assez grande notoriété dans l'ensemble de la Norvège. Parmi eux, il y a la lignée seigneuriale qu'il faut absolument retenir. Et vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Ce sont les jarls de Lade. Ils étaient implantés dans la localité de Lade, dans la ville actuelle de Trondheim, sur les rives de Trondheimsfjord. Leur domaine couvrait le Trondelag et le Hålogaland. Le début de la lignée est assuré par Hakon Grjodgarson, né en 838 et mort en 917. Il est surtout connu pour son rapport très proche avec le roi Harald Ier du nom. En effet, Hakon a largement soutenu Harald dans son projet d'unification de la Norvège, en combattant à ses côtés. Il lui donna également sa fille Asa en mariage, ce qui d'ailleurs a certainement dû légitimer davantage l'influence du roi Harald Ier, qui contrôlait déjà une grande partie du sud de la Norvège. Enfin, il est dit que le rapport entre Hakon et Harald était tellement fort qu'il aurait donné le nom Hakon à un de ses fils, Hakon, pour rendre hommage à la lignée des jarls de Lade et de son ami Hakon. Ce dernier, à sa mort, légua le royaume de Lade à son fils Sigurd Hakonsson, qui aura toute son importance dans la suite de l'histoire. Revenons donc à nos moutons. Le roi Eric, le fameux roi dit à la hache sanglante, le second roi de Norvège. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, le fils préféré de son papounet chevelu n'est absolument pas un tendre. C'est un homme belliqueux qui confond l'impulsion sauvage et violente avec le pouvoir. Et il n'hésite pas d'user de sa cruauté et de sa rage pour faire régner la loi en Norvège. Pour ne pas arranger les choses, il se marie avec Gunhild. Je traiterai l'histoire de cette femme un peu plus tard dans une autre vidéo tellement il y a des choses à dire. Mais disons pour l'instant que, malgré sa beauté indéniable et majestueuse, il se cache au fond d'elle une personne vile, avare, et tout aussi cruelle que son mari. Elle l'a d'ailleurs beaucoup influencé sur des décisions catastrophiques, notamment celle que je m'apprête à vous délivrer. Dès la prise du pouvoir de Éric Ier en 931, par peur de représailles des seigneurs et de ses frères se disputant des terres et surtout qui ne sont pas d'accord avec le système de monarchie, Éric Ier décide d'assassiner tous ses frères. Et oui, vous avez bien entendu. Il a pris la décision de massacrer ses 18 frères pour régner sans souci. Tous les moyens étaient bons. Poison, décapitation, escarmouche et embuscade, j'en passe et des meilleurs. Il a tout fait, vous l'aurez compris. C'est de là que lui vient le nom de hache sanglant. Charmant, n'est-il pas? Il les tua tous, sauf un. Son frère le plus jeune, Hakon, le fils de Harald à la belle chevelure, qui a été pris sous l'aile de Sigurd Hakonsson, le premier jarl de Lade. Oui, les deux Hakon, c'est un peu perturbant, mais dites-vous qu'il y en a un qui est juste un jarl, et l'autre qui est le fils du premier roi de Norvège, et qui par la même occasion est le frère du second. Du coup, Hakon, fils de Harald, fuya à Trondelag grâce à la protection de Sigurd, et embarqua dans un bateau en direction de l'Angleterre pour y trouver refuge, grâce à Athelstan, le roi qui réside là-bas. Il obtiendra donc une éducation religieuse et rejettera tous les dieux païens pour la chrétienté. Pour en revenir à Éric, son règne fut catastrophique. Pourquoi? Eh bien parce que le peuple ne voulait absolument pas
d'un despote égoïste qui obtient tout par la violence. Hausse de taxes, exactions, maltraitance à outrance, et j'en passe, son peuple n'en peut plus. Le peuple ne se laisse pas faire et de lourdes tensions s'intensifient au sein du royaume de Norvège. Pendant ce temps-là, le plus petit frère, Hakon, a eu vent du fait que ça se passe très mal dans son pays d'origine et que son peuple souffre. Il est par ailleurs dit que ce soit apparemment quelques jarls opposés fortement au régime d'Eric qui transmet des messages à Hakon pour lui expliquer un petit peu ce qui se passait et que ce serait bien qu'il revienne reprendre toutes les choses en main. Athelstan lui donnera donc une flotte avec des soldats pour pouvoir préparer son arrivée sur le royaume de Norvège et pour la reconquête de son pays au bord de l'implosion. En 933, Hakon rentre en Norvège et décide de retourner voir promptement le plus puissant et influent des jarls de Norvège, et son tuteur s'étant occupé de lui lorsqu'il était plus petit, à la mort de son père, Sigurd Hakonsson. Vous vous rappelez de lui? C'est le premier fils de Hakon, le premier jarl de Lade. Le pote de Harald Ier qui a participé à la naissance du jeune Hakon qui avait bien grandi pendant ces temps difficiles. Sigurd connaissait très bien la famille royale, étant donné qu'il avait grandi aux côtés des deux fils du roi Harald, à savoir Halfdan le Noir et Sigrid, dont l'éducation était confiée à son père Hakon. Par ailleurs, je le rappelle, il a épousé l'une des petites filles du roi Harald. Donc autant dire que la lignée des jarls de Lade est très proche de cette famille royale et leur voue une extrême allégeance. Par conséquent, sans hésiter, Sigurd se range du côté du jeune Hakon, fils d'Harald Ier du Nord. Suite à cela, il organisa un rassemblement à Trondelag et fit un speech digne des plus grands orateurs de son temps. Il dénonce les atrocités d'Éric Ier, ainsi que ce soutien inconditionnel à la première lignée royale et à la réclamation du trône par Hakon. Après la fin du discours, Hakon, fils de Harald, déclare rendre les terres aux paysans que son père leur a subtilisé s'il devient le roi. Ce qui réjouit énormément le peuple, las de toute cette souffrance. La rumeur de son arrivée se répand sur tout le royaume de Norvège, et une large liesse se fait ressentir de la part de la population. Le soulèvement de la population était si fort suite à cela qu'Éric a dû être forcé de quitter le pays. La même année pour se réfugier dans les Orcades pour en devenir roi de 948 à 949, puis dans le royaume de York de 952 à 954. Il finira par mourir en combat en 954. Pendant ce temps, Hakon devient Hakon Ier, dit le Bon. Et comme d'hab, on va savoir pourquoi il est appelé Hakon le Bon. Dans un premier temps, il fallait qu'il mette fin à tous ses opposants dans le royaume de Norvège. Pour ce faire, il laissa tranquilles les fils du premier roi de Norvège et leur attribue des terres. Il fit de même pour les fils d'Éric à la hache sanglante. En gros, fermez vos bouches, prenez vos terres, si vous n'êtes pas content, je vous éclate la bouche. Comme ça, au moins, c'est clair et c'est fini. Ça fonctionne, du moins pour un temps, et il a désormais plus de prétendants au trône. N'ayant plus d'opposants potentiels au trône, il s'attela à l'organisation administrative et la gestion de crise de son peuple. Comme promis, il baissa les taxes demandées aux propriétaires des terres et leur rendit leurs droits de possession. Il modernisa également l'administration de son pays et l'assouplit un petit peu. Non, il sera d'ailleurs à l'origine de grandes réformes sur les lois norvégiennes jugées beaucoup trop anciennes. Enfin, le roi décida de dédier sa vie à sa plus grande mission, sa plus grande sainte mission, christianiser le royaume de Norvège. Et effectivement, ayant eu une éducation essentiellement chrétienne, il était persuadé que prendre le chemin de la chrétienté était la meilleure solution pour le salut de son peuple. Il tenta maintes fois de convertir son peuple de manière douce, mais les croyances païennes étaient bien trop ancrées dans son peuple. Il rencontra donc un échec cuisant. Pendant ce temps-là, les fils d'Éric réfugiés au Danemark s'allièrent avec eux pour reprendre le trône de Norvège. Mais malgré leur lâcheté et leur de poker avec les Danois, ils se font éclater, mais littéralement éclater par Hakon. À la deuxième tentative, eh bien en fait, ils sont toujours éclatés. À la troisième, eh bien on se dirait c'est la bonne, mais non, ils se font toujours éclater. Enfin bref, vous l'aurez compris, ils se font littéralement tataner les fesses par Hakon à chaque tentative. Cependant, en 961, Harald à la Pelisse Grise, un des fils d'Éric,
accompagné de 2 de ses frères, affronte l'armée de Hakon avec plus de 6 fois l'armée du roi de Norvège. Alors Pélisgrise, c'est à peu près la même chose que Belle Chevelure en fait, si vous voulez parler du surnom. Donc il a reçu le nom de son père à la mort de son grand-père. Malgré la grande difficulté de ce combat, Hakon réalise l'exploit de les repousser. Mais malheureusement, en essayant de traquer les derniers fugitifs de cette grande guerre qu'opposaient Harald Pélisgrise et Hakon, il reçoit une flèche bien affûtée en plein bras. Malgré de multiples tentatives de soins sur sa plaie, le sang ne cessa pas de couler. Il se vida de son sang et succomba à cette blessure mortelle. Il était dit à l'époque que la flèche aurait été créée et affûtée par Gunhild elle-même, la femme d'Éric Ier devenue veuve. Je voulais aussi vous dire par la même occasion que cette femme a toujours eu énormément d'influence là où elle allait. Et comme je vous l'avais dit précédemment, elle avait une grande influence sur son mari Éric, mais également sur ses fils qui ont été responsables de cette fameuse bataille. D'ailleurs, on ne parle même pas de l'armée de Harald ou l'armée des frères de Éric, mais on parle littéralement de l'armée de Gunhild. Avant de mourir et de sauver la paix en Norvège, parce que je glisse ça là, cette nation est fortement convoitée par les Danois et l'Islande. Hakon se résout à envoyer la couronne à un de ses neveux, à savoir le fameux Harald à la Pélisgrise, qui devient du coup le roi de Norvège en 961. On parle donc de Harald II, le 4e roi de Norvège. Cependant, il n'avait de roi que le nom. Il n'avait pas le contrôle sur toute la Norvège. Rappelez-vous, Hakon avait donné des terres au petit-fils d'Harald, premier du nom. Eh bien, il s'agissait des 2 frères Tryggvi, fils d'Olaf, qui régnait dans l'est du pays, Gudrödr, fils de Bjorn, dans le Vestfold, en toute indépendance. Il en alla de même par ailleurs pour le Jarl de Lade, Sigurd Hakonsson, qui n'a absolument pas accepté le règne de Harald II. Il se retrouve donc seulement à diriger l'ouest de la Norvège avec Gunhild, sa mère, qui continue à l'influencer. Comme elle adore glisser de magnifiques conseils à son mari et ses enfants, Gunhild lui conseille de se débarrasser, dans un premier temps, de Sigurd. Cependant, mener un combat ouvert contre ce puissant Jarl reconnu de tout le peuple de Norvège serait du suicide. Il opte pour un moyen beaucoup plus fourbe. Il réussit à prendre contact avec Gjothgard Hakonsson, un plus jeune frère de Sigurd, qui jalouse violemment son père. Il le convainc de lui dire quand le moment était venu pour pouvoir l'attaquer dans un moment de faiblesse intense. Il accepte. Merci le ref, hein. La mif, ça n'a pas de prix, hein, mon gars, apparemment. QLF. Et donc, Gjothgard donna le signal à Harald, qui s'empressa de demander à ses hommes d'attaquer Sigurd au bon moment. Il fut brûlé lors d'un grand banquet qu'il organisa, et son fils, Hakon Sigurdsson, et oui, encore un Hakon, réussit à s'échapper. Il faut savoir qu'à ce moment précis, quelque chose de gros se prépare. Harald II s'est attaqué à l'une des lignées les plus importantes et anciennes de la communauté norvégienne, ayant gardé depuis très longtemps les contrées du sud-ouest du pays. Ils ont propulsé le premier roi de Norvège vers un pays unifié, et le jeune Hakon, âgé de 23 ans, a obtenu son nom de la part du roi précédent, Hakon le Bon, en guise de respect envers cette lignée. Il allait forcément se passer quelque chose dans les années qui suivent cet affront. Après cette victoire, Harald II s'occupa de ses frères Tryggvi et Gudrödr, qu'il exécuta à son tour. Il attira son premier frère dans une embuscade en le faisant quérir pour l'aider dans une querelle factice avec l'un de ses frères, et l'autre se fera tuer plus tard d'une manière inconnue. Je vous avoue, j'ai pas trouvé. Mais si on veut dire une chose sur Harald II, c'est vraiment le roi des fourberies. Le mec, il se cache, il fait ses bails en soum-soum, il fait venir les gens, il les tue sans se salir les mains, et il est content. Et il est roi de Norvège. On adore. Le voilà donc seul à pouvoir gouverner la Norvège. Enfin, pas vraiment. Le Jarl Hakon n'a pas lâché l'affaire, et il obtient gain de cause par les habitants de ses anciennes terres qui lui ont été volées. Ils enchaînent des combats acharnés pendant 3 années, jusqu'à pouvoir signer avec lui un traité de paix
reconnaissant sa loyauté envers ce roi despotique. Mais ça n'a pas duré longtemps, puisque 3 années de paix après, les luttes reprirent. Ce qui força Hakon à mettre les voiles pour arriver au royaume du Danemark, où il se fit accueillir chaleureusement par Harald à la dent bleue. Et oui, il n'y a pas que des Hakon, il y a aussi des Harald. Harald à la dent bleue est l'actuel roi du Danemark. Alors, il faut savoir que Hakon a littéralement le seum, qu'il a juste envie d'une seule chose, il ne pense qu'à ça, c'est se venger de l'affront qu'ils ont fait à son père et la reprise du trône du royaume de Norvège des mains de Harald II. Pendant son séjour, Hakon se lie d'amitié avec un autre Harald, le Doré cette fois-ci. Alors lui, bon, c'est très simple, il a passé son temps à explorer beaucoup d'îles, beaucoup de pays, et au fur et à mesure de ses explorations, il accumule beaucoup de trésors. C'est ce qui lui a valu le titre de Doré. Voilà. Lui, il n'est pas cherché très loin, sont pragmatiques de fou les Vikings quand même. De fil en aiguille, ce mec commence à se confesser à Hakon. Il se confesse beaucoup trop. Il finit par dire qu'il a vraiment la haine de pas être roi, ou ne serait-ce d'avoir qu'une partie de terre du royaume du Danemark. Car en effet, c'est le neveu de Harald la dent bleue, et son père était l'ancien roi de Norvège, mais malgré toutes les demandes qu'il a pu faire à Harald la dent bleue, il n'a fait que refuser en bloc. Il lui a clairement dit « Aucun roi n'a pu régner sur une seule partie du pays. C'est tout ou rien. Et ce sera pour moi. » Et il le prend très mal. Cette information n'est pas entrée dans l'oreille d'un sourd. C'est à ce moment précis qu'Hakon décide d'un plan machiavélique pour se venger de Harald II dit Pélisgrise, pour reprendre le royaume de Norvège. Il s'empressa dans un premier temps d'expliquer la situation au roi actuel du Danemark et lui propose un marché. Il fait en sorte d'éliminer Harald II de Norvège pour léguer le royaume de Norvège à Harald le Doré pour lui donner les terres qu'il a toujours voulu, et ça lui fera encore plus d'influence car le royaume de Norvège serait a fortiori allié à Harald à la dent bleue et du coup au Danemark. Il accepta de mettre son neveu sur le trône de Norvège et lança un piège à Harald II de Norvège. Il lui proposa de venir au Danemark pour lui prétexter de lui céder un fief afin de l'aider à passer l'hiver. Celui-ci accepte et arriva au Danemark avec 200 hommes. Pendant ce temps, Hakon avait proposé un second marché à Harald le Doré, qui accepta. Tue le roi Harald II et je te donnerai ses terres. Une fois avoir mis les pieds au Danemark, Harald II se fait massacrer par Harald le Doré. Après cela, la deuxième partie du plan machiavélique de Hakon arrive. Il profite de la grande méfiance du roi Harald à la dent bleue envers son neveu, Harald le Doré, pour lui faire une contre-proposition. Il lui dit qu'il pourrait être un ennemi de grande taille, au contraire de ce qu'on voulait faire au départ, puisque il était très jaloux de la position de son oncle. Du coup, ce qu'il lui propose, c'est que lui-même, Hakon, se débarrasse de son neveu Harald le Doré et s'arrange avec lui pour maintenir de bonnes relations entre la Norvège et le Danemark. Vous l'aurez compris, il lui demande littéralement le trône de Norvège. Est-ce que son plan va fonctionner? Après mûre réflexion, le coup de bluff fonctionne et Harald à la dent bleue accepte son offre. Du coup, en 970, Hakon tua Harald le Doré et prit un bateau avec Harald la dent bleue pour reprendre le contrôle sur la Norvège, sans la moindre effusion de sang. Quel plan diaboliquement efficace. Hakon finit donc par devenir gouverneur de Norvège, mais sous le joug d'obligations envers la couronne du Danemark. Pour la première fois de toute l'histoire des rois de Norvège, c'est un Jarl qui gouverne le pays et non un roi. Gunhild et ses fils sont obligés de fuir face à la menace grandissante qui pèse sur eux en Norvège. Le long règne du Jarl de Lade, le plus puissant de sa lignée, Hakon Sigurdsson, est tellement retentissant qu'il changera à jamais l'avenir de l'histoire de la Norvège. Par ailleurs, il sera surnommé Hakon le Puissant, tellement il était redouté. Rien que ce plan de reconquête de la Norvège était incroyable, digne des plus grandes séries à la Game of Thrones.
Mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo de la saga des rois de Norvège que j'aimerais vraiment consacrer au règne de ce Jarl, tellement cette lignée m'a vraiment surpris. Si ça t'a vraiment fait kiffer, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Notamment à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour pouvoir suivre une autre histoire de la saga des rois de Norvège et également d'autres histoires que je peux faire sur la mythologie scandinave ou alors d'autres histoires sur d'autres éléments qui pourraient m'intéresser. C'était le Hub du Temps et je vous dis